des peuples dignes, de peuples qui se battent tous les jours, de peuples qui accomplissent, qui réalisent des choses, et qu'on ne peut pas de la sorte traiter des États, des pays, des peuples, de peuples de merde et de pays de merde. Voilà. Michaël Jean, quand Donald Trump annule un programme d'accueil d'urgence de 60 000 Haïtiens aux États-Unis à la suite du tremblement de terre de 2010, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est une politique migratoire comme chaque pays a le droit de la mener? Je pense qu'au fait, pour avoir moi-même été envoyé spécial de l'UNESCO pour soutenir les efforts de reconstruction en Haïti, je ne pourrais d'aucune façon affirmer que certains de ces Haïtiens qui ont trouvé refuge aux États-Unis avec la bienveillance du président Barack Obama auraient nécessairement quelque chose qui les attende vraiment pour se réétablir en Haïti. J'ai vu 1 600 000 personnes vraiment pendant des années vivre sous des tentes dans des camps. J'ai vu et pris la pleine mesure du désastre. Il n'est pas certain que ces gens ces réfugiés, que l'on voudrait renvoyer en Haïti sous prétexte que la situation se serait améliorée, est vraiment quelque chose qui les attend. Et d'autre part, je trouve que l'évaluation est un peu rapide. Oui, voilà, un peu hâtive. La situation n'est pas au mieux. Et alors, on voit certains de ces Haïtiens projetés de se rendre au Canada ou y aller déjà. Est-ce que le Canada peut prendre le relais des États-Unis comme terre d'accueil et voire comme terre d'espoir? Parce que les États-Unis, on entend, été en fait, vous voyez, dans le monde. Vous touchez à une question qui rejoint aussi toute la situation de crise migratoire que l'on connaît en ce moment, de flux migratoires. Alors évidemment, le Canada est, oui, une terre d'accueil. Moi, je suis passée par là. Je fais partie de ces millions d'Haïtiens qui ont dû trouver refuge ailleurs pour des raisons à la fois politiques, un régime dictatorial, répressif, et aussi pour des raisons économiques, parce que ce même régime était aussi un régime prédateur. Donc souvent, les mêmes circonstances produisent les deux, produisent à la fois des réfugiés politiques et des migrants économiques. Et le Canada, oui, déjà, lorsque ces gens se présentent à la frontière, premièrement, ils ne se présentent pas en dérogeant aux règles, ils arrivent et demandent asile, en ayant beaucoup aussi à offrir. Et ça, le Canada a tout de suite compris, et ça fait partie, je pense, de son histoire de l'accueil. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens apportent? Une force de travail, une volonté de contribuer, une volonté aussi, en contribuant quelque part, en s'installant également, de participer à l'édification d'un pays, à sa croissance. Michaël Jean, si vous voulez, poursuivons cet entretien avec un autre sujet d'actualité. Vous avez fait campagne, vous, pour diriger l'OIF, en insistant sur les droits, l'éducation, la place des femmes. Vous avez vous-même milité contre les violences faites aux femmes dans votre jeunesse. Ces derniers temps, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Weinstein, Balance ton port, MeToo, etc. On n'a pas trop entendu l'OIF sur cette question. Pourquoi? Parce que l'OIF travaille sur la défense des droits des femmes quotidiennement, parce que l'OIF a une politique aussi très ferme vraiment d'égalité entre les femmes et les hommes, avec un réseau de femmes extrêmement important. Nous venons de tenir même à Bucarest une conférence des femmes de la francophonie qui a rassemblé plus de 700 femmes, notamment des femmes entrepreneuses. Et il n'aurait pas fallu dans ce débat faire entendre la voix de l'OIF. Mais de quelle manière? C'est-à-dire que lorsque nous quotidiennement, nous agissons entre autres dans la lutte contre les violences faites aux femmes, lorsque je vais jusqu'au Conseil de sécurité sur la résolution 1325, qui touche à quoi? Justement à la participation des femmes dans le domaine de la paix, de la sécurité, mais aussi à cette réalité terrible qui est du viol utilisé comme arme de guerre, et avec des guerres qui se transposent dans le ventre des femmes. C'est ça, en fait. Donc le vrai champ d'action pour nous est celui-là. C'est pas rentrer dans une politique qui a pris, vous savez, je veux dire, la tournure que l'on sait.
c'est plutôt d'agir fermement sur des politiques, sur la mobilisation des femmes sur la question de leurs droits. Et c'est là. Je voudrais dire une chose quand même sur cette présentation que vous avez faite du parcours, puisque vous avez parlé de mon élection à la tête de la francophonie en 2014, au sommet de Dakar. L'Afrique n'a rien perdu. Je ne serais pas aujourd'hui secrétaire général de la francophonie sans la volonté de chefs d'État africains. C'est-à-dire que quand parfois certains ont eu à dire à ce moment-là qu'il y avait une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête de la francophonie, vous savez que beaucoup de chefs d'État africains ont été choqués que l'on dise cela. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était la possibilité aussi d'amener une femme. C'est pas une analyse, c'est un fait. Puisque non, c'est pas un fait. Vous savez, c'est à ce moment-là que des chefs d'État africains ont tenu à aborder avec que ce moi soit plus quelqu'un à la tête de la France. Cette question de l'africanité globale. C'est-à-dire que, et même, vous voyez, je fais le lien aussi même avec les propos de Donald Trump. L'africanité globale est une réalité. Ce que Donald Trump oublie dans ses propos injurieux, c'est que les États-Unis ne seraient pas sans ces hommes, ces femmes arrachées d'Afrique qui ont par leur sueur et leur sang, ont construit ce pays. Ils ne seraient pas. La ville de Chicago a été fondée d'ailleurs par un Haïtien. Est-ce que vous saviez cela? Je suis sûre que vous le saviez. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est celui qui fonde Chicago et il est haïtien. Migrant économique. Pour revenir sur la question des femmes et un sujet qui les touche de très près, et là je ne veux pas parler seulement des femmes d'un niveau de l'élite, mais vraiment toutes les femmes dans les pays pauvres. Le président Macron a abordé ce thème de la natalité. Je voudrais savoir comment vous réagissez par rapport à sa façon d'aborder ce sujet, comment vous l'abordez vous-même à l'OIF. Le président Macron, pour rappeler, a expliqué que finalement, il ne servait peut-être pas à grand-chose de déverser de l'argent dans des pays où il y avait encore 7 à 8 enfants par femme. En substance, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûre qu'il ait dit ainsi. Par contre, la question de du planning familial, elle se pose. Elle se pose réellement et les femmes posent elles-mêmes le problème. C'est-à-dire que les femmes veulent aussi avoir le choix du nombre d'enfants qu'elles mettent au monde. Les femmes veulent aussi entrer dans une vie professionnelle active. Les femmes portent énormément sur leurs épaules, y compris sur le plan économique. Beaucoup de femmes sont vraiment au cœur des initiatives économiques qui permettent la croissance de leur pays, de ces moteurs économiques, de très petites et moyennes entreprises. Donc il est clair que qu'est-ce qui a permis aux femmes d'entrer dans la vie professionnelle et d'être vraiment des acteurs de changement, de croissance et de développement, ça a été aussi le contrôle des naissances. C'est un vrai sujet problème. Que vous abordez avec les responsables. Vous trouvez qu'il est pris en compte? Mais bien sûr que c'est un vrai sujet, tout comme aussi les mariages forcés et les grossesses précoces. C'est un vrai sujet et qui est porté par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la condition des femmes sans aussi penser à cette dimension-là, cette dimension du contrôle des naissances et de leur choix aussi. Michael, il y a une autre dimension par rapport au pouvoir des femmes, ou du moins à leur place dans la société. Est-ce que la francophonie doit promouvoir l'écriture inclusive ? Il y a un grand débat en France. Vous parlez à une Canadienne, une Québécoise, pour qui il est normal de féminiser les titres. Absolument. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un problème. C'est limpide pour nous. Moi, par exemple, il va de soi, je suis la secrétaire générale de la francophonie. Je ne suis pas le secrétaire général. C'est déjà le cas, mais il y a tout un débat en France sur l'adoption d'une écriture qui rend visible... qui rend visible ce qui est du réel, qui rend visible une réalité. C'est-à-dire que les mœurs changent. Est-ce que la francophonie doit prendre avance. Position là-dessus? Est-ce que l'OIF doit prendre position? De toute façon, l'OIF pratique cette féminisation. De toute façon. Déjà, quand à la tête de l'organisation, on dit la secrétaire générale et pas le secrétaire général, c'est que nous pratiquons ça. Quand je prends la parole, nous féminisons les titres, les fonctions, bien sûr. Nous disons femmes entrepreneuses, par exemple, aux femmes entrepreneurs, dépendamment du lieu. Mais ça va de soi pour nous. Autre sujet d'actualité, la Tunisie. Reflète la réalité, pardon. Autre sujet d'actualité, la Tunisie. Vous avez fait un déplacement dans ce pays en juin dernier. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des manifestations
l'inflation, contre la vie chère, le chômage, etc. Vous aviez fait dans votre campagne l'économie un pilier de votre mandat. Comment avez-vous été aux côtés de la Tunisie sur ce dossier et est-ce que vous avez un rôle à jouer? En fait, lors de cette visite officielle et cette mission de travail en Tunisie, ce qui était évident, c'était d'une part de saluer, bien sûr, la transition démocratique effectuée par la Tunisie. Et ce qui nous a beaucoup intéressés, c'était d'entendre les autorités tunisiennes nous dire « Nous avons réussi cette transition démocratique, la francophonie nous a accompagnés dans ce processus, même techniquement, et avec une aide technique et politique, sur le retour à l'état de droit, les élections. Maintenant, leur plus grande inquiétude, et c'est ce qu'ils exprimaient, même avec beaucoup d'émotion, je dirais, c'était de réussir le grand défi du développement économique et social. Et c'est ce qui pose question aujourd'hui, la avec Tunisie ces manifestations. investit énormément de ressources humaines et de ressources économiques à la frontière avec la Libye. C'est-à-dire en essayant de tenir cette digue qui, si elle venait à lâcher, serait un véritable tsunami dévastateur pour l'ensemble du continent et pour aussi le monde, en termes de sécurité, Comment vous analysez, Michaël Jean, le stade auquel on est arrivé, où finalement les gens sont dans la rue, les jeunes sont dans la rue? Alors j'en arrive, c'est que avec toutes ces ressources humaines et financières investies dans la défense, la Tunisie se retrouve aujourd'hui en situation difficile et est obligée d'introduire aussi des mesures d'austérité et qui viennent finalement, je dirais, provoquer de la grogne, de la colère, parce que les attentes des Tunisiens sont aussi sur les meilleures conditions de vie. Vous voyez, donc, Du coup, les manifestations, elles ont été réprimées. Il y a eu beaucoup d'arrestations manifestement arbitraires. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Alors voilà, moi cela m'attriste parce que, au fait, je pense que je voudrais en tout cas que dans l'esprit de cette révolution de Jasmin, que l'on reste encore sur un climat apaisé, que le dialogue l'emporte encore, que l'on ne se retrouve pas en Tunisie comme ailleurs dans ces situations de heurts et de tension. Et effectivement, ces arrestations, on parle de plus de 800 arrestations, sont inquiétantes. On va devoir s'interrompre quelques minutes avant de se retrouver pour une très courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.